Traditionnellement, on présente les États-Unis avant 1917, c'est-à-dire avant leur entrée dans la Première Guerre mondiale, comme un pays isolationniste. Ce terme revient parfois dans l'actualité. Dans les mois qui ont suivi l'élection de Donald Trump, certains médias ont évoqué une éventuelle tentation isolationniste pour qualifier l'esprit de désengagement prôné par le nouveau président américain. Alors que veut dire ce terme ? Ce mot a une racine latine, isola, qui signifie île, et dont découlent d'autres mots, isolement, isolation. Bien sûr, cela ne fait aucunement référence à la géographie de la jeune République des États-Unis, mais à ses rapports avec le monde. L'isolationnisme est une tendance de la politique étrangère des États-Unis. Elle consiste à intervenir le moins possible dans les affaires du monde. Depuis l'indépendance des États-Unis au XVIIIe siècle, les Américains ont cultivé une certaine distance avec les autres nations et en premier lieu avec les puissances de la vieille Europe. Ce sera une ligne diplomatique constante jusqu'au tournant de 1917. Dans son message d'adieu en 1796, George Washington, le premier président des États-Unis, fixe les principes de cette ligne diplomatique. La grande règle, vis-à-vis des nations étrangères, est, en étendant nos relations commerciales, de n'avoir avec elles qu'aussi peu de liens politiques qu'il est possible. L'Europe a toute une série d'intérêts de premier plan qui ne nous concernent pas ou qui ne nous touchent que de très loin. Notre véritable politique doit être d'éviter des alliances permanentes avec quelque parti que ce soit du monde étranger. Oui au commerce, non à des alliances trop contraignantes avec qui que ce soit. Telle est l'option des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. En 1823, le président Monroe annonce que le continent américain est fermé à toute tentative de colonisation européenne et qu'aucune intrusion dans la politique américaine de la part des États européens ne sera tolérée. En contrepartie, les Américains ne se mêleront pas des affaires européennes. C'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe, une ligne de conduite à laquelle resteront attachés les présidents qui lui succéderont jusqu'en 1917. Est-ce que pour autant, la jeune République des États-Unis se désintéresse-t-elle des affaires du monde ? Pas du tout. Au moment où le président Monroe prononce son discours, l'empire espagnol vient de s'effondrer. On assiste à la naissance des États d'Amérique latine sur lesquels les États-Unis comptent bien exercer leur influence et avec lesquels ils visent des relations commerciales très profitables. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud devient alors la zone d'influence quasi exclusive des États-Unis. C'est donc un isolationnisme à géométrie variable. Les États-Unis se tiendront à l'écart des affaires du monde, sauf quand leurs intérêts sont en jeu. L'historien Howard Zinn, dans son Histoire populaire des États-Unis, nous livre un chiffre très intéressant. Entre 1798 et 1895, l'armée américaine est intervenue à 103 reprises dans d'autres pays. C'est ainsi que les États-Unis s'installent dans le Pacifique, avec l'annexion d'Hawaï, et qu'ils arrachent Cuba et les Philippines à l'Espagne pour les placer sous leur contrôle. Un siècle après le message d'adieu de George Washington, les perspectives ont donc changé. Au plus haut sommet de l'État américain, des politiciens et des militaires partageaient une idéologie expansionniste à visée principalement commerciale. L'isolationnisme est avant tout un principe auquel est attachée la très grande majorité des électeurs américains, qu'ils votent pour le Parti démocrate ou pour le Parti républicain. Le président Wilson est réélu en novembre 1916, alors que la guerre fait rage en Europe, parce qu'il s'est engagé à tenir les États-Unis loin du conflit. Pourquoi ce consensus autour de l'isolationnisme ? Pourquoi l'opinion américaine est-elle globalement isolationniste ? Eh bien parce qu'elle est constituée d'immigrants ou de descendants d'immigrants qui ont tourné le dos à la vieille Europe pour bâtir leur prospérité dans ce pays. Un pays immense, dont les frontières ont été définitivement fixées en 1890 et où il y a tant à faire. Mais où il peut se produire des crises économiques comme celle de 1893, qui amènent les milieux industriels et financiers à faire pression sur la classe politique pour susciter des débouchés pour l'économie américaine. Oui, si les élites américaines sont loin de se désintéresser des affaires du monde en raison des intérêts économiques qui sont les siens, l'opinion américaine, elle, est dans sa très grande majorité
hostile à une participation au conflit qui embrase l'Europe. Alors comment expliquer le retournement de l'opinion en quelques mois après l'élection d'un président qui avait fait de la neutralité de son pays l'un des principaux points de son programme? C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine séquence.